un événement très bizarre s'est déroulé le 26 mars 2024 à Baltimore. Un pont, qui tenait pourtant debout depuis presque 50 ans, s'est fait pulvériser en l'espace de quelques secondes seulement par le porte-conteneur Dali. Et il ne s'agissait pas de n'importe quel pont. Nous parlons là du Francis Scott Key, une infrastructure qui surplombait l'unique port d'accès au 9e port le plus important des États-Unis. Mais alors, comment un pont aussi crucial a pu s'effondrer si facilement? Comment ce désastre aurait pu être évité? Et quelles causes sont les plus plausibles pour expliquer ces deux étranges changements de trajectoire à l'origine de la collision? This morning, our state is in shock. Mais également pour savoir si, oui ou non, il y a eu un acte volontaire, donc pourquoi ce porte-conteneur a percuté l'un de ses piliers. Le Dali prend son ancre au départ du port de Baltimore. Sa destination prévue, Colombo, au Sri Lanka. La vitesse du vent ce soir-là est de l'ordre de 13 nœuds. Les conditions climatiques ne sont donc pas inquiétantes. Deux remorqueurs aident le porte-conteneur à s'engager sur le fleuve Patapsco. La manœuvre achevée, le cargo met en marche son moteur de propulsion et entame un virage étroit pour entrer sur le canal principal du fleuve. La vitesse du navire durant cette étape est lente, mais nécessaire pour ne pas faire couler les bateaux qui l'accompagnent. Le virage se déroule sans problème et une fois sur le canal principal, le porte-conteneur continue sa route pour quitter Baltimore, seul. C'est à compter de cet instant que le désastre s'amorce. La vitesse enregistrée sur les radars est d'environ 8,7 nœuds, et le Dali est légèrement décalé par rapport à l'axe principal, ce qui n'a rien d'anormal. Mais en une fraction de seconde, le cauchemar commence, le cargo se retrouve plongé dans le noir et dévie dans un même temps à tribord. Parmi tous les scénarios avancés pouvant expliquer ce qui a pu se passer à ce moment, un sort réellement du lot. Avant tout, il est important d'avoir en tête que la pression exercée par l'eau sur un navire n'est pas égale en tout point. Un phénomène particulièrement remarquable dans un canal restreint. En effet, plus un bateau sera proche d'une berge, plus la pression de l'eau côté berge sera élevée et aura tendance à repousser le bateau. C'est l'effet de berge. Néanmoins, le Dali ne se trouvait pas proche d'une berge, mais plutôt en plein milieu d'un fleuve. Quelle pourrait être la cause de la déviation alors? Eh bien, juste avant de connaître sa coupure de courant, le cargo se trouvait au cœur de l'intersection entre le canal Curtis et le fleuve Patapsco. Un lieu où une forte différence de pression a de grandes chances d'être présente. Une différence de pression, qui ici confirmée par l'enquête, expliquerait le premier changement de trajectoire du navire. Maintenant, que la cause de cette déviation soit due à une différence de pression ou non, deux questions demeurent. Pourquoi la trajectoire n'a pas été corrigée par l'équipage? Et qu'est-ce qui a bien pu provoquer le second changement de direction, qui fut d'ailleurs beaucoup plus brusque? Commençons par la première question. Le Dali est un porte-conteneur d'une longueur de 300 mètres et d'une largeur maximale de 48 mètres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mettre en mouvement un tel mastodonte, le fonctionnement n'est pas aussi simple qu'avec celui d'une voiture. Dans un gros cargo comme celui-ci, le moteur est à voir plutôt comme la somme des équipements de la salle des machines. Dans le cas du Dali, ces équipements sont le moteur de l'hélice et les 4 générateurs auxiliaires. Le moteur assure deux fonctions, faire avancer ou reculer le navire. Cependant, il ne peut pas fonctionner sans l'aide des générateurs. Tous les appareils exigeant de l'électricité fonctionnent grâce à eux. Les pompes d'alimentation en carburant, les pompes d'huile de graissage, les pompes d'eau de refroidissement, l'éclairage et surtout, les pompes hydrauliques du gouvernail. Vous comprenez donc que, confronté à une panne de courant grave, le Dali peut potentiellement devenir incontrôlable. Je dis potentiellement car pour que cela arrive, il faut qu'absolument tous les générateurs soient mis hors service. Dans ce cas, on parle d'une coupure généralisée, un blackout. Confronté à une telle situation, le porte-conteneur continue sa traversée dans la direction fixée par le gouvernail, sans que l'équipage ne puisse mettre le moteur en marche arrière afin de freiner le navire en urgence. À en juger par l'absence totale d'éclairage dans la vidéo, tout porte à croire que le Dali a bel et bien fait face à un blackout. Je vous demande toutefois de bien attendre le compte-rendu de l'investigation avant de considérer ce scénario comme véridique. Au passage, si l'évolution de l'enquête vous intéresse, je partagerai une analyse finale une fois qu'elle sera close. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Revenons au Dali. Après l'éventuel blackout, celui-ci dévie donc de sa trajectoire initiale, pendant approximativement 1 minute. Bien que des voitures puissent encore être aperçues sur le pont à ce moment, nous savons que des agents de sécurité ont pu être alertés par l'équipage. I need one of you guys on the south side, one of you guys on the north side, hold all traffic on the Key Bridge. There's a ship approaching, has just lost their steering. So until you get that under control, we gotta stop all traffic. À 1h25, les lumières du Dali se mettent soudainement à refonctionner, et un nuage noir s'échappant des entonnoirs peut être aperçu. 1 minute plus tard, les deux bateaux qui avaient aidé le Dali à quitter le port sont appelés en urgence, afin de lui venir en aide. Mais le délai qui leur est accordé est beaucoup trop court. Le Dali vire une seconde et ultime fois à tribord, dans la direction exacte d'une des piles de la travée centrale du pont.
Le navire voit ses lumières s'éteindre une seconde fois, pendant 30 secondes, et finit par heurter le pont. Qu'a-t-il bien pu se passer dans ce court laps de temps? Le moteur principal du Dali fonctionne au diesel. Et lorsque vous démarrez un moteur diesel de cette taille, en le chargeant trop rapidement, il y aura beaucoup de fumée noire qui sortira de l'entonnoir. Pourquoi? Tout simplement parce que le moteur n'aura pas reçu assez d'air de combustion, les turbocompresseurs venant à peine d'être démarrés. L'enquête préliminaire révèle d'ailleurs qu'une marche arrière à pleine puissance a été exécutée au moment où les lumières se sont rallumées. L'explication pour l'apparition de la fumée noire est donc assez évidente. Mais qu'en est-il du second changement de direction? Les photos prises après la collision révèlent qu'au moins une des deux ancres latérales du porte-conteneur a été jetée afin de tenter de le stopper. Une action ayant à coup sûr généré un effet de couple, qui cumulé à celui provoqué par la marche arrière a été, je pense, suffisant pour causer la rotation brusque. Mais encore une fois, je vous demande de bien attendre le compte-rendu final de l'investigation avant de considérer mon explication comme véridique. Quelle que soit la cause de ce dernier changement de direction, il n'en reste pas moins vrai que l'équipage a tenté d'arrêter le Dali, en urgence. Cependant, stopper un porte-conteneur aussi imposant, en plus de la masse d'eau qu'il entraîne avec lui, fut impossible, en un laps de temps aussi court. De nombreuses questions doivent encore être élucidées afin de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé ce jour-là, en particulier en ce qui concerne l'origine de la panne. Le problème, c'est qu'il y a des centaines de raisons possibles. Il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement majeur des générateurs principaux, ayant laissé le Dali avec une puissance de production trop faible sur les générateurs restants. L'éventualité d'un dysfonctionnement dû à une mauvaise qualité de carburant est également étudiée. Malgré ces incertitudes, il n'en demeure pas moins que les conséquences de la collision ont été désastreuses. En plus de l'effondrement du pont, 6 ouvriers n'ayant pas pu être évacués à temps ont perdu la vie. Certaines personnes pourraient penser qu'il est impossible d'empêcher un cargo, fonçant droit sur un pont, de le pulvériser. Mais c'est faux. C'est tout à fait possible. Plusieurs mesures auraient pu être prises afin d'empêcher une collision de se produire. Des mesures touchant la réglementation du port de Baltimore, et d'autres touchant aux protections du pont Francis Scott Key, qui, disons-le franchement, était absolument dérisoire avant sa destruction. Commençons par le pont. L'infrastructure avait été inaugurée en 1977 et reliait grâce à ses 4 voies la localité de Dundalk à Point Hawkins, un quartier de Baltimore. Selon les autorités, ce pont de 2,6 km de longueur n'avait pas de problème structurel. Celui-ci était principalement constitué de béton léger, un matériau rarement utilisé pour des structures d'une telle envergure, mais qui reste autorisé. La conception était celle d'un pont à poutres continues en treillis, soutenant un tablier suspendu. Un choix idéal pour franchir de grandes distances, avec un nombre minimum de piles intermédiaires. Mais c'était justement cette faible redondance de piles qui constituait sa plus grande faille. Une conception en intégrant un plus grand nombre aurait donc permis à minima de réduire la gravité de la destruction. Cependant, les ingénieurs ont rarement recours à cette solution, afin de protéger un pont contre de possibles collisions. Pour assurer cette fonction, d'autres techniques bien plus efficaces existent. Les dispositifs anti-collision ne sont devenus une norme aux États-Unis qu'à partir des années 1980, après qu'un cargo ait heurté de plein fouet le pont Skyway en Floride. Malgré ce signal d'alerte, très peu de mesures ont été prises par la suite afin de renforcer la sécurité des autres ponts à risque du pays, notamment celle du Francis Scott Key. Pourtant, parmi les dispositifs de protection envisageables, plusieurs auraient pu empêcher son effondrement. L'un de ces dispositifs consiste à définir un chenal de navigation, à l'aide de structures pouvant encaisser un choc, à la place des piles susceptibles d'être percutées par un navire. Ces structures peuvent donc être des systèmes à ailes, mais aussi des remparts défensifs, ou des piliers dauphins. Alors oui, je sais que le pont de Baltimore était protégé par des piliers dauphins, mais je vous laisse comparer leur taille et surtout leur nombre à ceux du pont Skyway par exemple. En 1972, les plus gros porte-conteneurs pouvaient accueillir autour de 3000 conteneurs de 20 pieds, mais de nos jours, la capacité peut monter jusqu'à 24 000. Les protections du pont Francis Scott Key auraient dû donc être remplacées en conséquence. Néanmoins, même avec l'aménagement d'un chenal de navigation, la protection d'un pont reste incomplète. En effet, la combinaison idéale consiste à renforcer la défense à l'aide d'îlots artificiels, entourant les piles centrales. Ainsi, un navire fonçant vers l'une d'entre elles s'échouera, au lieu d'entrer en collision. Maintenant, sachant que plus de la moitié des 621 000 ponts américains ont été construits avant les années 80, la question laissée sans réponse n'est pas « est-ce qu'un drame similaire pourrait se produire à nouveau ?», mais plutôt « où et quand est-ce que le prochain drame de ce type se produira ?» Il y a toutefois quelque chose de très troublant avec la collision de Baltimore. En effet, même avec ses protections dérisoires, le pont Francis Scott Key aurait tout de même pu être sauvé. Le Dali est un porte-conteneur battant pavillon de Singapour,
et transportant des marchandises pour le géant danois Maersk. Lancé en 2015, le navire est donc récent. Pourtant, son historique d'accidents et de panne, lui, est loin d'être vierge. En effet, le cargo avait embouti le port d'Anvers en 2016, à cause d'une erreur de navigation. Celui-ci avait dû être réparé avant de redémarrer, et il n'avait pu reprendre la mer qu'après une inspection. Mais l'état du Dali n'est réellement devenu préoccupant qu'à partir du 27 juin 2023, date à laquelle le porte-conteneur a été signalé par les autorités du port de San Antonio au Chili, pour, écoutez bien, une anomalie liée au moteur principal et aux générateurs auxiliaires. Et bien que 3 mois plus tard une inspection ait déclaré que le navire ne présentait plus de dysfonctionnement, 48 heures avant le drame du 26 mars dernier, le cargo se retrouvait à nouveau dans un état très inquiétant. En effet, le 24 et le 25 mars, le porte-conteneur avait connu de lourdes pannes, dont une totale d'électricité et une autre ayant provoqué une perte de puissance du moteur principal. Avoir laissé le Dali traverser le fleuve Patapsco dans un tel état, et en plus de ça seul, fut de la négligence pure. Le navire aurait dû être immobilisé, le temps d'identifier la cause exacte des dysfonctionnements, puis escorté afin de quitter Baltimore en toute sécurité. Bien sûr, une telle précaution aurait eu un coût élevé, mais en comparaison à ce nécessaire aujourd'hui pour nettoyer les débris et reconstruire le pont, il me semble assez évident que cette mesure aurait dû être prise. Les conséquences sur le long terme de cette série de négligences sont encore floues, et de nombreux mystères vont devoir être élucidés au plus tôt. Tout d'abord, beaucoup de zones d'ombre entourent les conditions de travail au sein du Dali. En effet, nous savons aujourd'hui qu'une enquête a visé la société danoise Maersk en juillet 2023, après qu'un travailleur ait été licencié pour avoir dénoncé ses conditions de travail dangereuses aux gardes-côtes américains. Aussi, le Dali a encore en son bord des milliers de conteneurs, dont 56 avec des produits corrosifs et inflammables. Comment vont-ils pouvoir être récupérés en sécurité? Et concernant les 7 millions de litres de carburant encore stockés dans les réservoirs du cargo, ne vont-ils pas rendre les opérations de nettoyage beaucoup plus complexes? La question de l'accessibilité au port de Baltimore se pose également. Personne ne sait pour combien de temps l'accès restera bloqué au porte-conteneurs. Mais il n'est pas impossible que ce soit pour plusieurs années, le temps de reconstruire le pont. L'impact à l'international de la fermeture du 9e port le plus important des États-Unis est donc très redouté. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut savoir qu'en 2023, la valeur des marchandises étrangères qui ont transité par le port de Baltimore était estimée à 80,8 milliards de dollars. De plus, lors de la destruction d'un pont reliant deux villes dépendantes l'une de l'autre, des conséquences sociales et économiques graves peuvent aussi rapidement voir le jour. Il ne serait donc pas étonnant de voir une hausse de la criminalité et du chômage d'ici quelques mois dans la région. Pour les personnes souhaitant creuser un peu plus ces questions, je vous invite à lire mon commentaire épinglé ci-dessous. Et si ce format de documentaire en 3D vous plaît, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo où j'explique comment Napoléon a révolutionné l'urbanisme de l'île d'Elbe lors de son premier exil.